Bienvenue. Ce soir, on va parler de tests. Tout d'abord, je voudrais vous signaler que cette soirée elle est en partenariat avec développer.com, développer.com. Également, les moyens de nous contacter, de reprendre contact. Bon, je pense que si vous êtes là, vous avez déjà passé soit sur le site de SWAT, soit sur le Twitter ou autre. Les slides de la présentation de ce soir sont disponibles sur SlideShare. Je dis ça parce qu'à la fin, il y a aussi des liens qui pourraient vous intéresser. En récupérant les slides, vous pourrez directement avoir les liens et du coup aller approfondir peut-être certains sujets. Ok. On va revenir à nos tests. Donc, je me présente. David Versezen. Je suis consultant pour SWAT. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe de projet en projet. Et justement, dernièrement, il y a mon commercial qui vient me voir et me fait « Ah, j'ai une super bonne nouvelle. J'ai un nouveau client à te présenter. » Un nouveau client, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire aussi forcément derrière un nouveau projet. Du coup, je rencontre le client. Il me parle de son projet, donc c'est une plateforme de trading. Et il est vraiment super emballé par son projet. On peut faire des millions de transactions à la seconde. Enfin, c'est vachement bien. Comment il me le décrit? Il me décrit vraiment son projet comme étant une bête de compétition. Un gros truc, quoi, un super truc. Je suis aussi emballé. Je suis ok, bon, on va signer. Je vais voir, on va travailler ensemble. La mission commence. Je récupère le code du projet, je le charge dans mon IDE favori. Je commence à ouvrir 2-3 fichiers et tout de suite, j'ai une autre vision du projet qui ressemblerait plutôt à ça. Bon, on n'a pas l'image, mais on a un petit peu l'odeur, quoi. On imagine un petit peu l'odeur. Bon, après, c'est peut-être que mon avis. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir un petit peu le legacy code, le code de l'application, des petits exemples par-ci par-là. Pourquoi je considère qu'il y a des parties qui ne sont pas forcément terribles dans ce projet. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je commence à ouvrir un premier fichier. Je tombe sur une méthode qui est plutôt pas mal. On voit que c'est une méthode publique swap par ce string XML. Donc le paramètre c'est du XML sous forme de chaîne de caractères. Après ça parse, vu le nom de la méthode, ça retourne un objet swap qui est un objet du métier, des métiers. En plus, il y a une documentation, donc ça reprend ce que je viens de dire. Donc, le paramètre XML, c'est un document XML représentant swap, et ça retourne quoi? Un objet swap. Bon. C'est plutôt pas mal. À la limite, on se dit, que demander de plus? Par exemple, que la méthode elle fasse un petit peu moins que 1000 lignes. Tout de suite, c'est un peu compliqué. Hein. Pour savoir exactement tout ce que fait le code, forcément, la documentation, elle va pas couvrir tous les cas d'utilisation. Bon, je continue dans mon exploration, je regarde le code à gauche, le code à droite. Et une méthode, elle me semble un peu étrange. Puis bon, du coup, je vais demander de l'aide à quelqu'un, et elle me dit, mais non, c'est simple, c'est simple. Tu regardes la doc, ça va te dire ce que fait le code. Justement, là, j'ai été gâté avec la méthode. Si je regarde la doc, je regarde le code, je fais, non, je pense que là, il y a un problème. Là. Bon, ok. Enfin bref, on se retrouve un petit peu dans la situation, la documentation est plus fiable. On peut plus vraiment s'appuyer dessus parce que finalement elle dit des choses, mais est-ce que c'est ce que fait vraiment le code? Du coup, forcément, c'est plus une aide. On va plus pouvoir vraiment se baser dessus. Elle est plus utile. Bon, bref, la documentation c'est bien, mais dans le cas, elle nous aide plus trop. Quoi. Sur un projet, généralement, on va nous demander de faire du code qui marche. Exemple, cette méthode. Donc, toujours ici, une méthode relativement simple. GetProduct qui prend en paramètre un identifiant de produit et je suppose que ça retourne le produit. On va chercher le produit via un service, donc ici le network service. Bon, vu le nom, on pense que derrière ça va chercher l'objet sur le réseau. Bon, j'ai testé la méthode, ça marche très bien. C'est pas mal. Donc ça marche très bien. Mais je fais un petit test derrière, c'est ok. Il se passe quoi quand il y a une coupure au réseau, quand il y a une IO exception? Pareil, je lance l'application, je débranche le câble, et là, bim, new pointer exception. Bon, je me dis, ce cas-là, bon, il a peut-être pas été testé, mais derrière, je suis pas trop étonné, parce que quand même, pour tester ce cas-là, il faut lancer l'application, il faut brancher le câble. Brancher le câble, on perd toutes les connexions Internet. Après, il faut brancher le câble, l'ordinateur, il n'est pas forcément super à jour après. Bon, bref, c'est un cas un petit peu
qui n'est pas forcément simple à tester. Du coup, les cas d'erreur, on ne les teste pas dans tous les cas. J'ouvre un autre fichier, je tombe sur une méthode avec du code un peu simple, méthode affiche. Une méthode affiche, on se dit elle va afficher. Justement, c'est plutôt pas mal. Ça commence par des systèmes.print ou .println, donc ça affiche de la console, peut-être pas forcément au meilleur endroit, mais ça affiche des choses. C'est plutôt pas mal, sauf qu'au milieu, je me retrouve avec deux lignes étranges. Bon. On appelle un service externe pour faire une opération. Apparemment, ça récupère un compte bancaire, et derrière, il y a un dépôt. Pourquoi je comprends pas. Je me dis, c'est un peu bizarre. Du coup, j'ai testé pour vous, je prends le code, je le supprime. Pour moi, ça sert vraiment à rien. Je recompile l'application, je la lance, pas de problème. Sauf que quand je commence à utiliser l'application, il n'y a plus rien qui marche. Je dis bon, ok, on remet les codes, ça remarche. Là, du coup, je me retrouve un petit peu sur du code Mikado. On a un petit bout de code où on se dit on va faire un petit changement. On se dit ça va marcher, ça va forcément marcher. On lance, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Donc tout est un petit peu emmêlé. Bon, derrière, je prends quand même mon courage de main. J'essaie de faire une vraie fonctionnalité qui rajoute de la valeur, j'essaie de débugger des petites choses, etc. Je recompile le projet. Je dis bon, là je vais tester ma fonctionnalité. Je pense qu'elle marche, mais je vais quand même la tester en grandeur nature, etc. Je compile le projet. Je commence à lancer le premier service, le service de base de données. Après, je lance le service de bus de messages. Je lance le service qui permet d'accéder aux objets au réseau. Je lance le service auxiliaire, etc. Enfin bref, mon application lancée, elle ressemble un petit peu à ça. Et pourquoi j'ai lancé... Enfin, ça c'est tous des services qui sont lancés en même temps, mais pourquoi j'ai lancé tout ça? Pourquoi on a lancé plein de services, tout un écosystème qui était long à démarrer, parce qu'il y a eu le serveur d'application, le bus de messages, etc. Tout ça pour ça, c'était juste pour tester une petite modification dans ce tout petit module. Donc bref, on se retrouve dans une situation, c'est un petit peu compliqué de faire simple, faire un petit test pour faire un petit test. Il faut lancer une pléthore d'applications, plein de choses à gauche, à droite. Dès qu'on fait une petite évolution, on peut prendre des risques de casser quelque chose à gauche ou quelque chose à droite. Bon. Ce que je vous propose, c'est un petit sondage. Moi, j'aimerais bien savoir qui se retrouve un petit peu dans les exemples précédents sur son projet. Ah ouais, donc ok, donc il y a 2-3 petits projets qui s'ouvrent un petit peu. Ça me rassure. Bien. Sinon, ça veut dire que je choisis vraiment mal mes projets et ça m'embêterait. Bon. J'ai parlé avec le client et il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, on a du budget. On a du budget et du coup, je peux en faire un petit peu ce que je veux. Et ce qu'il me propose, c'est de prendre de nouvelles personnes avec moi pour m'aider à travailler sur ce projet-là, parce que c'est vrai qu'il y a des parties un petit peu compliquées, comme j'en ai parlé. Du coup, j'aimerais bien ne pas baver tout seul, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire comme décision? Je vais tous vous prendre dans mon équipe. Comme ça, on va tous galérer sur le même projet. Là, bon, vous vous dites comment on va pouvoir s'en sortir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pas paniquer. C'est quand même qu'un projet informatique. On va essayer, et du coup, on va essayer de s'organiser pour souffrir le moins possible et on va essayer de reprendre le projet en main. Pour ça, comme c'était une soirée, comme on va parler de test, on va mettre en place le Test Driven Development. C'est quoi? C'est du développement piloté par les tests. D'abord, on va voir le principe de base. On va voir, c'est pas bien compliqué. Hein. Comme c'est du développement piloté par les tests, d'abord, on va écrire un test. Pas forcément compliqué, mais on va écrire un test. Derrière, on va lancer le test. Et comme on n'a pas encore écrit de code qui permet de vérifier ce test, il va être rouge, il va être KO. Donc derrière, on va corriger l'implémentation pour faire en sorte que le test soit passant. Peut-être que la première fois, on ne va pas y arriver, c'est pas grave, on lance le test, il est KO. On corrige l'implémentation, on lance le test, il est KO, on corrige l'implémentation, jusqu'à réussir à faire passer le test. Donc là, il va être vert, ok. Là, on pourrait en terminer là. Mais comme maintenant, on a un harnais de sécurité, on va se permettre de faire un petit peu de refactoring, de changer un petit peu le code, soit pour le rendre un peu plus clair, un peu plus explicite, pour vraiment révéler l'intention qu'on veut mettre derrière le code. Et du coup, avoir au final du code plus ou moins lisible. Donc voilà, ça c'était la partie refactoring où vraiment on a un harnais de sécurité, on modifie un petit peu le code pour laisser la place propre. Comme règle, on va toujours faire le test cassant avant le test passant. L'idée derrière, c'est de tester le test. Parce que généralement, quand on commence à faire des tests, on fait beaucoup de tests, etc.
Il y a toujours quelqu'un qui va nous dire, ok, non, mais c'est bien tes tests, mais tu fais comment pour tester tes tests? Tu fais un test? Oula. L'idée c'est ça. C'est on fait un test cassant, donc il est rouge. On corrige l'implémentation. Là, il devient passant, c'est-à-dire que le test, il fait quelque chose. C'est pas forcément la bonne chose, mais généralement, il fait quelque chose, quoi. C'est quand même assez important, parce que typiquement sur une mission, il y a une fonctionnalité, un petit bug à corriger, je fais le test, je fais le code en même temps, le test est vert, ok c'est bon, tout, je commit, ça part en prod, pas de problème. Sauf qu'une semaine après, on revient me voir, on fait le bug là, t'es sûr que tu l'as corrigé là? Parce que ça marche pas quoi. Bah oui, je l'ai corrigé, j'ai fait un test. Forcément ça marche. C'était pas mal, on regarde le test et en fait toutes les parties qui vérifiaient, je les avais pas faites. Donc mon test il testait rien. Bon. C'est pour ça maintenant il faut vraiment faire le test cassant avant le test passant pour être sûr qu'on teste au moins quelque chose. Sur ce projet-là, on va essayer de faire des tests unitaires. Pourquoi des tests unitaires? D'ailleurs, l'idée c'est de tester la plus petite unité de code possible. Pourquoi? D'abord parce que c'est simple. Comme il n'y a pas beaucoup de code, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en place, il n'y a pas de framework avec plein de configurations XML à mettre en place. C'est vraiment, on va tester 3-4 lignes de code, on va faire une vérification sur une valeur, pas plus quoi. C'est vraiment des choses simples. En plus, ce qui est bien avec les tests unitaires, c'est qu'on va avoir un feedback rapide. Comme on va lancer peu de code, ça va être très rapide à lancer. On va pas avoir de serveur d'application à lancer, on va pas avoir de base de données à lancer. On va tester 5-6 lignes de code, on va lancer le test, et tout de suite on va avoir le résultat. Ce qui va nous permettre derrière de faire beaucoup d'expérience. Vous dites, bon, si j'écris comme ça marche. Bon, mon code, comme ça marche. Mais si je l'écris d'une autre manière, est-ce que ça marche ou pas? Vous n'allez pas avoir le résultat dans 1 heure. Si vous faites la modification, vous lancez le test et vous avez le résultat tout de suite. Ça, déjà, c'est bien. Vous allez pouvoir tenter beaucoup plus de choses dans peu de temps. Ce qui est intéressant au niveau du coût, vis-à-vis des réponses précédentes, c'est que c'est pas très cher. C'est pas très cher à mettre en place, il n'y a pas de produits, middleware ou je ne sais quoi à acheter. 2-3 petits outils et c'est bon, on est parti. En plus, il y a pas mal de valeur ajoutée qui est rapide. Vu que c'est simple à mettre en place, c'est assez rapide, on a tout de suite un retour sur investissement. Alors après, c'est vrai, il y a quand même un coût à écrire le test et un coût à maintenir les tests. Du coup, généralement, les gens ils disent c'est bien les tests, mais ça coûte cher quand même. Du coup, il faut les écrire, il faut les maintenir. En fait, je suis pas sûr que ce soit la bonne question. Pour moi, ce serait plutôt combien ça coûte de ne pas en faire. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un courtier qui a mis en production un algorithme de haute fréquence. En 1 heure, ou 2, je ne sais plus, ils ont perdu la petite somme de quand même 400 millions de dollars. Je ne dis pas que les tests auraient aidé, mais il devait manquer 1 ou 2 tests par-ci par-là pour vérifier que ça marchait correctement. Et peut-être qu'ils auraient pu éviter cette paume. Donc ça, on a vu un petit peu des exemples relativement théoriques. Mais sur du code, sur du vrai code, ça donne quoi? D'abord, on va avoir un petit exemple un petit peu simple. C'est l'exemple du dépôt bancaire. C'est le côté classique. On va vouloir simuler le dépôt d'une somme sur un compte bancaire. Comme on fait du test d'Algorithme Development, forcément, on va d'abord écrire le test. Donc le test, dans ce cas-là, il est relativement simple. On va partir d'un compte bancaire. On va initialiser une certaine somme d'argent sur ce compte bancaire. Donc on va dire, là, mon compte bancaire a 50 € dessus. Et justement, il n'y a pas longtemps, je viens de recevoir mon salaire, donc on va faire un dépôt dessus. On va rajouter 1000 €. Derrière, la méthode, elle va retourner un booléen, résulte, qui va dire si oui ou non le dépôt s'est bien effectué. La dernière partie du test, ça va être la partie vérification. C'est OK, est-ce que le dépôt s'est bien fait? Et forcément, on va aussi en profiter pour vérifier que le compte bancaire a bien été crédité de la somme. Est-ce que les 50 € ont bien été déposés, enfin les 1000 € ont bien été déposés sur le compte de 1000 €, de 50 €. Donc ça, c'était notre test. Et on va faire le code. Le code, en fait, c'est le plus simple possible. Comme on va essayer de faire le test cassant d'abord, on fait juste le code qui permet que ça compile. Donc là, la somme qu'on dépose, on la prend pas en compte, on retourne false. Systématiquement, on réfléchit pas. C'est vraiment le plus simple possible. On lance le test, forcément, il n'y a pas la fonctionnalité. Donc il dit ok, non, ça marche pas. Très bien.
on corrige, donc là on va prendre en compte le dépôt, on va changer la balance et on va dire bon bah c'est bon, le dépôt c'est bien effectué. On relance le test, là le test est passant. Donc c'est à dire quoi? C'est à dire que déjà on teste une fonctionnalité. Bon, là on peut déposer de l'argent, mais qu'est-ce qui se passe si on essaye de déposer une somme négative? Est-ce qu'on peut vraiment déposer sur un compte bancaire moins d'argent? Je ne suis pas très sûr. Du coup, bah, on va écrire le test qui représente ce cas-là. Toujours pareil, on initialise notre compte bancaire, on dit qu'on commence à 100 euros, on va simuler l'action, on va déposer moins 20 euros, et pareil derrière, on va retourner le résultat. Ce qu'on va dire, bah, nous ce qu'on veut finalement, c'est que quand on dépose une somme négative, bah, le résultat ce soit false pour le résultat. De même, on va vérifier que le compte bancaire, la somme, elle ne change pas. Si la méthode elle dit non, false, mais en plus le compte bancaire il change quand même, il prend en compte la somme, c'est pas terrible. Donc là, on simule bien notre cas via ce test-là. On tourne sur notre code, on lance le test, il est rouge. Ok, c'est bon. Notre cas, normalement, est couvert par un test. Donc on corrige notre implémentation, que pour l'instant c'est assez simple. Hein. Ok, donc si le montant est négatif, on retourne false et on ne modifie pas le montant. On relance notre test. Le test est vert. Donc c'est bon, cette nouvelle fonctionnalité elle est couverte. Donc comme on a notre premier test et ce nouveau test, c'est-à-dire que maintenant on couvre deux fonctionnalités avec deux tests. Si par exemple demain vous voulez rajouter une nouvelle fonctionnalité dans ce code-là, vous pouvez rajouter un test, vous modifiez le code et si tous les tests sont verts, c'est que finalement vous avez rajouté une nouvelle fonctionnalité. Et surtout vous n'avez pas cassé les deux précédentes. Ça c'est pas mal. Pareil, si quelqu'un intervient, change le code sans faire exprès, et qu'il relance les tests, ça va passer rouge. Il y a peut-être un des tests qui va passer rouge, c'est-à-dire peut-être il a rajouté de la régression. Au moins, il aura l'information tout de suite qu'il a rajouté de la régression. C'est pas un client un mois plus tard qui va dire mon compte bancaire il est plus bon. Je ne sais pas si vous avez vu, si c'est tous les tests sont organisés un petit peu de la même manière. C'est la règle des 3 A pour acteur, action, assertion. Donc sur notre test, on va voir l'acteur. Donc c'est ici qui est-ce qui va entrer en jeu, bah, c'est notre compte bancaire. Après on va voir la partie action. C'est là où on va appeler le code. C'est le code qu'on veut vraiment tester. La dernière partie, c'est la partie assertion. C'est la partie où on va vérifier tous les éléments. Donc ça c'est un petit peu sur la structure des tests. Mais nos tests, faut garder à l'esprit, ce qui serait bien, c'est qu'on les garde un petit peu qu'on les considère un petit peu comme du code de production. Généralement, les tests, bon, on les écrit, on les met un petit peu de côté, mais on n'y fait pas trop attention. Mais il faut quand même essayer de les garder bien propres, un petit peu comme du code de production, parce que c'est plus simple après de revenir derrière dessus, de faire peut-être même du refactoring sur des tests, ça peut arriver, ou même quand un test est cassant, quand on revient dessus, de plus facilement le comprendre. L'idée, la philosophie, c'est qu'il soit KISS. Alors pourquoi KISS? C'est un acronyme pour Keep it simple and stupid. L'idée, c'est de faire simple. Ça ne sert à rien de faire compliqué. On a tendance à facilement se compliquer la vie. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de faire ça. Alors l'idée, si vous avez du mal à vous en souvenir, pensez au groupe de rock. Hein. C'est plus simple pour s'en souvenir. Donc ça, typiquement, c'est un code pas KISS. Donc ça, c'est un test. Ce qui nous intéresse vraiment dans ce test-là, c'est cette partie-là. Donc on a un service, ça récupère un élément et derrière on vérifie des choses sur l'élément, sur l'objet. C'est plutôt pas mal, mais le reste du code, bah, finalement c'est que du bruit. S'il y a une exception qui est lancée, eh ben, je dis que le test il marche pas. Bah ouais c'est bien, sauf que finalement le framework de test, ça il est capable de le faire de base. Donc quand on revient sur le test, on sait plus trop qu'est-ce qu'il faut regarder vraiment. Bon, à la limite tout ça, ça sert à rien. On l'enlève et tout de suite il y a moins de code. Et du coup, on voit mieux la première intention du test. Il n'y a plus les exceptions qui nous gênent. On aurait pu perdre du temps à regarder qu'est-ce que font les exceptions, etc. Là, on voit vraiment, on veut récupérer un objet et on veut tester les propriétés sur l'objet. Ok. Donc ça, toujours,
après la théorie, on a vu des exemples sur des petits exemples, des exemples simples. Mais notre projet, c'était un petit peu plus compliqué, quoi. Ça avait l'air un petit peu plus compliqué. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, on va y aller armé sur notre projet. On va essayer de ne pas y aller les mains dans les poches, etc. Du coup, on va se faire aider par quelques librairies, par quelques bibliothèques. Donc pour l'univers Java, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir. JUnit, c'est relativement classique, mais aussi Mockito et Acergy. C'est des librairies. Moi, ce que j'aime bien dans ces librairies, c'est qu'elles sont simples à utiliser, mais en plus, elles sont hyper puissantes. Hyper, c'est peut-être un peu abusé, mais c'est vraiment bien. Et systématiquement, sur mes projets, je m'en sers, et à chaque fois, ça marche. Donc, je les garde. C'est ma petite boîte à outils perso. Euh, sur notre projet, on va aussi utiliser des mocks. Alors, qu'est-ce qu'un mock? Bah, c'est un objet, c'est un simulacre. C'est un objet qui va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. En illustration, je prends la série Le Caméléon. La série, c'était le héros, le personnage principal, il était capable de se faire passer pour quelqu'un qui n'était pas. Typiquement, il se retrouvait dans une situation où on avait tout de suite besoin d'un chirurgien. Il devenait ce chirurgien. Il était capable d'opérer, il n'y avait pas de problème, quoi. Une heure après, il se retrouve sur un terrain de course. On a besoin d'un pilote de course. Pas de problème, il devient pilote de course, il gagne la course, il n'y a pas de problème. Un mock, c'est pareil. Si vous avez besoin d'un objet, vous avez besoin d'un service pour aller chercher un objet sur le réseau, pas de problème. Vous faites un mock, il va se faire passer pour cet objet-là, et vous allez pouvoir lui paramétrer son comportement, etc., pour simuler ce scénario-là. Donc un petit exemple avec Mockito. Donc je disais qu'on pouvait paramétrer le comportement. Ça, c'est du paramétrage simple. On va essayer de simuler la création enfin, on va retourner un nouvel objet qu'on va appeler une certaine méthode. Donc ça, c'est décrit dans ce code-là spécifique à Mockito. Donc on dit retourne un nouveau compte bancaire. Quand sur le DAO service, j'appelle la méthode getObject avec les paramètres product et ID. Donc si à un moment dans mon code, j'utilise un mock et que je fais DAO service.getObject avec les paramètres product et ID, ça va retourner mon objet new bank account. Donc ça, c'était un comportement simple, c'est juste retourner un objet. Mais on peut aller un petit peu plus loin en simulant par exemple une exception, un cas d'erreur, comme par exemple sur notre problème réseau. On va lui dire, bon bah s'il te plaît, lance une exception, une IO exception. Quand sur mon DAO service, j'appelle la méthode getObject, donc toujours avec notre paramètre product et ID. Maintenant sur la bibliothèque Acergy. Acergy, elle va s'occuper des parties assertion. Donc JUnit fournit des petites choses comme ça. Généralement, c'est assert equals, assert nul, etc. C'est des choses relativement basiques. Acergy va rajouter des petites assertions qui permettent de rendre le code plus lisible. Typiquement, si vous lui donnez un entier, via une notation dite fluent, via l'autocomplétion, elle va vous permettre, elle va vous donner des nouvelles méthodes. Par exemple, comme c'est un entier, généralement on veut vérifier si l'entier est supérieur, inférieur à une certaine valeur. Bah ça se fait relativement simplement. Assert that, âge, mon entier, is greater than 5. Si c'est moins, il less than, etc. On peut faire plein de petites choses. Si vous travaillez avec des bigs décimales, pareil. Pas besoin de créer de big décimal, vous pouvez dire est-ce que mon big décimal est plus grand que 25. Ça se fait très facilement. En plus, il y a des petites choses en plus. Par exemple, si vous voulez vérifier tous les éléments d'une liste, à la place de vérifier élément par élément, Acergy, vous pouvez très bien lui fournir une liste et on vous lui demander est-ce que ma liste contient bien tous ces éléments-là. Et même, on peut même aller encore plus loin, parce que ça, c'était des assertions qui étaient de base dans Acergy. Et vous pouvez faire vos propres assertions. Ce qui veut dire que si vous avez un objet métier, pour vérifier qu'il est valide, vous avez 3-4 propriétés à vérifier. Si vous voulez vérifier s'il est valide dans plusieurs tests, vous allez être obligé de faire des assertions dans tous les tests. Vous pouvez très bien faire votre propre assertion. Vous lui donnez votre objet métier pour ajouter une petite méthode qui permet de vérifier la probabilité que vous voulez. Par exemple, isValid, isBooked, ce que vous voulez. Et tout de suite, vous allez pouvoir dire, ok, là je veux vérifier que mon objet est valide ou il est booké. Donc ça, c'était les librairies. Ce
qu'on va faire aussi, on va essayer de se fixer des règles sur notre projet. Systématiquement, comme on fait du développement piloté par les tests, il y a une nouvelle fonctionnalité, etc. Comme c'est du nouveau code, on va forcément faire des nouveaux tests. On va couvrir notre projet de tests au fur et à mesure. On ne va pas prendre tout le projet, essayer de mettre des tests partout. On va faire des choses plus simples. On rajoute une fonctionnalité, on rajoute un test. C'est pas plus compliqué ça. Par extension, s'il y a un nouveau bug, bah pareil, on va faire un nouveau test qui simule le comportement du bug. On va revenir sur notre exemple de coupure réseau. Bon, bah là pour l'instant, on lance ce code, le bug est toujours ici, on n'a rien corrigé, c'est normal. Du coup, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on va simuler notre problème. Donc là, on va se faire aider de Mockito. Ok, donc est-ce que quand j'appelle la méthode sur le network service, quand j'appelle la méthode getObject avec les paramètres product AZERTY, bah, Mockito il va lancer une OException, ce qui simule vraiment notre coupure réseau. Derrière, on va appeler le code qu'on veut tester. Et on va vérifier que quand il y a une OException, le paramètre attendu, le produit retourné est nul. Donc on retourne sur notre méthode, on lance le test. Bon, ben, le test est rouge, on simule bien un cas, c'est normal, finalement on n'a rien corrigé, le bug est toujours ici. Maintenant, comme on a un test qui simule notre cas, on peut plus facilement le corriger, on n'a pas besoin de lancer le serveur d'application. On voit qu'il y a une NPE ici, une pointer exception. On fait la petite correction, ok. On relance notre test. Bon, bah c'est bon, maintenant c'est vert. Notre scénario de coupure en réseau, il est bien simulé. Plus besoin de passer sous le bureau pour débrancher le câble. C'est vraiment beaucoup plus simple pour simuler les cas d'erreur. Pareil sur notre projet, il faut que tester, il faut que ce soit simple. Si on met 3 jours à écrire un test, généralement on ne va pas l'écrire. Déjà on va être sous pression, on va nous dire la fonctionnalité j'en ai besoin tout de suite, il faut qu'on corrige ça tout de suite. Si on met 3 jours juste pour faire un test et finalement mettre 10 minutes à corriger, ça va pas être possible. On va revenir un petit peu sur notre méthode, la fameuse qui faisait plus de 1000 lignes. Bon, bah, si on essaie de faire le test qui permet de vérifier par exemple la partie au milieu là, de notre code, bah, il faudrait que le code d'initialisation ça ressemble un petit peu à ça. Forcément, il va falloir faire un fichier XML qui couvre un petit peu tous les cas pour arriver jusque la partie où on veut tester. C'est un peu compliqué. En plus, on nous met la pression. Là, on se dit non, mais les tests, c'est bien, mais je ne veux plus en faire. C'est trop compliqué. On va essayer de se sortir de cette situation-là. Donc, notre code, il est vraiment très grand. Nous, on veut tester juste une petite partie. Bah, à la limite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la petite partie et on va la mettre ailleurs. Alors, soit on va mettre en place un médiateur, soit on peut faire beaucoup plus simple, on va introduire une nouvelle méthode. Ça, ce genre de choses, en plus, c'est relativement simple à faire avec les outils d'aujourd'hui. Eclipse, IntelliJ, NetBeans, vous sélectionnez votre code, vous faites introduce méthode, et l'IDE tout de suite, il va prendre votre code, il va le mettre ailleurs, il va faire une nouvelle méthode. Donc du coup, derrière, on va se retrouver avec une méthode vachement plus petite. L'arbre d'exécution est vachement plus petit. Alors effectivement, on a un petit peu plus de paramètres, mais c'est plus facile à contrôler pour simuler juste un cas. Le code, il n'est pas forcément beaucoup plus lisible, effectivement, parce qu'il y a encore une variable test. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, on ne sait pas. Mais au moins, le code, il est beaucoup plus petit, il est beaucoup... on voit mieux ce qui se passe, quoi. Et derrière, forcément, écrire le test associé, bah, il ne sera pas beaucoup plus complexe. On va pouvoir facilement maîtriser les paramètres d'entrée, on va pouvoir les passer, simuler notre cas, vérifier que tout va bien. Là, c'est vraiment... ça, en 10 minutes, c'est fait. Alors que le fichier XML, en 3 jours, vous allez vérifier un cas. Dès que vous aurez un autre cas à faire, ça va devenir vraiment compliqué. Sur notre projet, ce qu'on va faire aussi, c'est que on va essayer d'avoir du code modulaire. Ça, c'est important d'avoir du code modulaire parce que typiquement sur un test, ça va être surtout par rapport à nos tests, c'est que si on veut tester notre code avec une autre implémentation, c'est pratique d'avoir du code modulaire. Il faut que ce soit facile de changer les Lego, quoi, de changer les petites briques par-ci par-là. Le problème du code modulaire, c'est qu'il a un ennemi. Un ennemi, c'est le singleton. Donc, pareil, avec du code statique. Donc ça, c'est un singleton qu'on retrouve sur notre projet. Qu'est-ce qui se passe avec un singleton quand on en a besoin? Il crée une instance directement. Ok.
L'instance, quand il crée l'instance, ça va appeler le constructeur. Et dans le constructeur, qu'est-ce qu'on a? On a encore besoin d'un autre singleton. Donc dans le singleton, il y a un singleton. Enfin, bref, sur ce genre de projet, il y a un petit peu des singletons partout qui sont imbriqués. Ça devient un peu compliqué. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est notre code qui a besoin de singleton. Donc ça, c'est notre code. Il a besoin du singleton. Donc le singleton, il va se créer. Quand il va se créer, il va avoir besoin, ce singleton va avoir besoin d'un autre singleton. Et comme on n'a pas de chance, forcément, ce singleton, il va avoir besoin d'un autre singleton. Donc sur vos petites bouts de code, là, vous avez chargé toute l'application. S'il y a une base de données derrière ou des accès réseau, ça devient encore plus compliqué, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de casser cette dépendance entre chaque module. Nous, on va vouloir vraiment que le code, il n'ait pas forcément besoin de ce product service là. On va pas vouloir qu'on va utiliser notre code, que le DAO service il charge. On n'a pas besoin, quoi. Nous, on veut juste vérifier notre code. En plus de casser cette dépendance, on va s'offrir un petit peu de flexibilité et de la modularité, par exemple, pour injecter une nouvelle implémentation de notre product service. Typiquement, ça pourrait être un mock. Ou ça pourrait être une autre implémentation qu'on veut vérifier. Donc ça, typiquement, c'est le code qui utilise un singleton. Donc le problème, où est-ce qu'il va se situer? Il va se situer là. Ça va être ça qui va générer du couplage fort. Si vous voulez utiliser une autre instance, à moins de faire des bidouilles au niveau du bytecode ou de changer des choses un petit peu complexes à gauche à droite, c'est compliqué. Ça, cette partie-là, on va vouloir un petit peu s'en débarrasser. Pour faire ça, on peut mettre en place des systèmes, par exemple, pour mettre en place de l'injection. C'est plus le code qui va aller chercher le service dont il a besoin, mais c'est plutôt un autre système, donc par exemple Spring, Google Juice, etc., ou voire le faire à la main, qui va lui fournir le service dont il a besoin. On peut faire de l'injection soit via constructeur, soit via des setters, c'est pour ça qu'on peut le faire facilement à la main, hein. Ça c'est pas bien compliqué. Et derrière, sur notre utilisation, il n'y a plus le côté statique, il n'y a plus le code statique. On voit qu'on a un product service, mais l'implémentation, on ne la connaît plus. Vu qu'il n'y a plus le code statique, il disait va me chercher cette instance-là et pas une autre. Donc pareil sur notre code, sur notre test, derrière, on va pouvoir simuler de nouveaux cas. Vu que maintenant on peut changer l'implémentation, on va pouvoir mettre un mock, on va pouvoir changer le comportement du mock, etc. On va pouvoir simuler de nouveaux cas. Donc ça, c'est les petites choses qui sont sympas avec Mockito, c'est que c'est relativement simple de créer des mocks, des tests avec des mocks. Donc ici, on va dire le product service, donc le fameux singleton, on va dire que c'est un mock. Donc on va dire, ok, moi je veux que ce mock-là, cet objet-là, il soit paramétrable. Derrière aussi, pour l'injection, alors je vous ai parlé de Spring, Juice, etc. Sur un test, est-ce qu'on a vraiment besoin de Spring, de Juice, etc. Je pense pas. Mockito à ce niveau-là, c'est pas mal aussi, et ils offrent une petite annotation en plus qui permet d'aider, qui va injecter automatiquement les mocks. Comment il fait ça? Il vérifie le constructeur, il vérifie les setters, sinon il vérifie les champs. Enfin, il va essayer de prendre tous les mocks et essayer de les faire rentrer dans l'objet que vous voulez. Et derrière, du coup, on se retrouve avec du code de test relativement classique. On va pouvoir paramétrer le comportement de notre service. On va pouvoir simuler notre comportement comme on veut. On va appeler le code d'action et on va faire les vérifications derrière. En fait, ce qui était intéressant dans cette partie-là, c'est la partie un petit peu injection. On va essayer de découpler le besoin du service du code qu'on a besoin. Et ça, je le tire d'une personne de bon conseil qui, il paraît, aurait dit qu'il faut utiliser l'injection. Mais bon, utiliser un injecteur sur un projet, c'est dire quoi? C'est dire qu'il faut mettre Spring ou Google Juice, etc. Sur un projet existant, ça peut être compliqué. On peut avoir des personnes réfractaires ou quoi que ce soit. Alors du coup, est-ce qu'on a une alternative pour faire un petit peu la même chose, mais sans injecteur? Donc on revient sur notre code. Ça va être une solution alternative. Ce qu'on peut faire sur la partie, sur le code toujours statique, on va pouvoir le prendre à la place de le mettre ailleurs, dans un injecteur ou quoi que ce soit. On va faire plus simple, pareil avec l'IDE, on va introduire une méthode. On va toujours séparer l'utilisation, la recherche du service ailleurs, on va l'extraire, on va le mettre de côté. Et derrière, on va faire pareil, on va utiliser notre service, comme tout à l'heure. Pareil, là on va encore se faire aider de Mockito.
il propose une annotation SPY. Un SPY, c'est quoi? C'est comme un mock, mais c'est pas un mock. En fait, vous allez pouvoir créer un objet concret de votre métier. Les méthodes vont être appelées, normalement. Mais en plus, via Mockito, vous allez pouvoir lui dire, bon, bah, sur cette méthode, j'aimerais bien que tu appelles pas le vrai code, mais j'aimerais bien que tu fasses ce que je vais te demander de faire. On va pouvoir paramétrer juste une ou deux méthodes sur un objet. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, sur notre compte bancaire, sur la méthode qu'on vient de créer, donc le getProductService, à la place d'appeler le vrai code qui va créer le singleton, on va dire, bah, s'il te plaît, le code, donne-moi plutôt le mock que j'ai dans mon test. Et après, pareil, on retrouve encore du code simple, comme tout à l'heure. On a juste fait intervenir une nouvelle annotation, une petite chose, pour pouvoir utiliser notre mock dans notre code. On fait l'action, on fait la vérification, tout ça, ça marche normalement relativement facilement. Sur ce genre de méthode, j'ai quand même un petit avertissement. C'est que pour que ça marche, on peut être amené à modifier le code des singletons. Parce que ils sont faits de telle manière que dès que vous allez rien qu'utiliser la définition de la classe, il va quand même charger une instance ou quoi que ce soit. Ça, on veut vraiment pas. On veut vraiment que le code soit modulaire. Du coup, il va falloir modifier le code. Mais s'il y a des singletons, dans des singletons, dans votre projet, c'est qu'il y a quelqu'un qui aime bien les singletons sur votre projet. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir négocier avec lui pour lui dire, bon, singleton c'est bien, mais pour tester, j'aimerais bien rajouter de la modularité, etc. Et pareil, il peut y avoir des personnes qui peuvent être réfractaires à ce genre de changement. Donc il faut faire attention à pas trop jouer le cow-boy en disant bon bah singleton, je le mets de côté, il n'y a pas de problème. Non, non. Là le problème, il n'y va pas forcément être technique, il va être plutôt humain. Euh, Toujours, on va encore parler de test. Il faut que ce soit facile de tester, de lancer un test. Comme je disais tout à l'heure, s'il faut lancer une base de données, s'il faut appeler quelqu'un à l'autre bout du monde pour pouvoir faire un test, c'est pas bon. Vous allez peut-être l'écrire, mais vous n'allez jamais le lancer, quoi. Il faut vraiment que ce soit des tests unitaires qui sont découplés de tout autre service ou quoi que ce soit. Pareil, là, ici encore, on peut se faire aider de son IDE. C'est vous dit, bon bah voilà, je vais lancer tous les tests qui sont dans ce package-là, je vais lancer juste ce test-là, je vais lancer juste cette classe de test-là. Ça marche sur tous les IDE. Il y a même des plugins encore plus orientés test qui permettent de lancer tous les tests du code que vous avez modifié automatiquement. Vous n'avez rien à faire, vous changez votre code, automatiquement les tests qui sont affectés par ce code-là sont relancés. Donc ce plugin-là, c'est Infinitest, je vous ferai une petite démonstration à la fin. Sur notre projet, il faut que le code il soit toujours déployable. Si on a fait des tests unitaires, c'est bien tout ça, mais finalement, à un moment, on peut se retrouver sur notre projet, on lance la compilation, ça marche très bien, parfait, on commit, pas de problème. Mon collègue, il récupère le code, il fait pareil que moi. Il lance la compilation, sauf que bah, là, pas de chance, ça marche pas. Là, typiquement, c'est le syndrome Works on my machine. Ça marche très bien chez vous, mais ça marche pas ailleurs. L'idée, c'est que on va essayer de mettre un processus pour vérifier perpétuellement que le code il compile, la qualité du code, etc. Ça va être de l'intégration continue. L'intégration continue, comment ça marche? En fait, c'est relativement simple. C'est un serveur, selon certaines conditions, qui va déclencher un build. Alors les conditions, ça peut être quoi? C'est-à-dire, par exemple, vous allez committer. Il va voir que vous avez commité, il va récupérer vos modifications, il va compiler le projet, etc. Une condition, ça peut être toutes les nuits, toutes les heures. Ou encore, un autre projet à compiler, j'ai envie de vérifier que mon autre projet compile avec ces changements. Ça peut être vraiment plusieurs raisons de déclenchement. Une fois que le build se déclenche, bon, c'est la phase la plus simple, c'est la compilation. On va vérifier au moins que ça compile. Pour l'instant, tout va bien. Derrière, en plus, comme on a fait beaucoup de tests, on va lancer toute la batterie de tests. Comme ça, on va pouvoir vérifier que tout le projet, que tous les tests sur le projet passent ou ne passent pas. Derrière, en plus, on va pouvoir se rajouter des petites choses en plus. On va pouvoir déployer le projet sur un environnement de test, d'intégration, quoi que ce soit. Et en plus, on va pouvoir faire de l'analyse de code. Il y a des outils comme Sonar qui permettent de vérifier s'il y a beaucoup de copier-coller dans votre code. Bon, ça, c'est pas mal. Ou encore des analyses statiques de code pour dire, bon,
sur cette partie-là, je pense que tu peux avoir un bug. Il n'y a pas forcément le test qui a été fait, mais les conditions sont réunies pour qu'il y ait un bug. À ce niveau-là, le genre de produit que j'aime bien, c'est Jenkins. Avant c'était Hudson, maintenant c'est Jenkins. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper simple à installer, c'est hyper simple à configurer. Il y a d'autres produits qui sont peut-être mieux ou quoi que ce soit, mais celui-là dans le monde Java est vraiment bien parce qu'il est simple à utiliser, il est simple à installer. Franchement, en un quart d'heure, une demi-heure, vous avez un serveur d'intégration qui tourne. Vous pouvez commencer à faire des essais dessus, à mettre votre projet pour compiler. Même pas besoin d'un serveur externe, hein. Vous pouvez très bien le mettre sur votre machine. Voir maintenant, vous avez carrément des instances de Jenkins dans le cloud. Vous pouvez carrément envoyer votre code pour qu'il compile ailleurs, pour lancer tout ça. Sur notre projet aussi, on va essayer d'avoir la bonne couverture de test. Donc tout à l'heure, je parlais d'outils qui analysaient le code. On peut aussi vérifier toutes les parties du code qui ont un test associé ou non. Est-ce que ce code-là, il y a un test qui permet de passer dedans? Alors généralement, on se met une... Bon, ça c'est vraiment un chiffre symbolique, on va dire, on va essayer d'avoir 80% du code couvert par des tests. Mais ça, le chiffre il est bien, mais il faut réfléchir un petit peu à ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas que ce soit 80% de getter-setter qui soit testé. Bon, ça a l'air simple, ça a l'air idiot comme ça, hein. Mais pareil, sur une mission, je voyais quelqu'un qui testait les getter-setters. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient une prime quand ils avaient 80% de couverture de code. Ok. Donc il passait son temps à tester les getter-setters. Ok, bon, pourquoi pas, hein, c'est un choix. Là, l'idée serait plutôt, regardez votre outil qui vérifie la couverture de test, configurez-le pour qu'il vérifie vraiment le code qui vous rapporte de la valeur métier, et c'est ce code-là qui va vous rapporter de l'argent, quoi. C'est ce code-là qui est important, c'est ce code-là qui doit être testé. Donc c'est ce code-là qui doit vraiment avoir une couverture forte de test, et les getter-setters, c'est que des égales, c'est pas grave, c'est pas random. Sur le projet aussi, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de travailler en binôme. Donc, on va travailler ensemble. Une session en binôme, c'est quoi? C'est deux personnes, un petit peu comme un cockpit d'avion. On va avoir le pilote, c'est celui-là qui a les commandes, donc celui-là qui a le clavier, qui va écrire le code, etc. Et il va se faire aider par un copilote, lui, il va avoir le plan de vol. C'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu une vision plus en arrière de la personne qui est à fond dans le code, qui est à fond dans son clavier. Il va voir un petit peu où on va, au moins sur le test, mais aussi sur l'ensemble des fonctionnalités. Est-ce que la fonctionnalité qu'on implémente, est-ce que c'est vraiment celle qu'on veut sur le projet? Parce que celui-là qui est le nez dans le guidon, il va faire la fonctionnalité. Et là, à la fin, il va peut-être faire ah, mais en fait, j'en ai pas besoin. Ça peut arriver. Le binomage, moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'on peut apprendre de nouvelles choses, on peut voir des choses où on n'y avait pas forcément pensé. Le binôme, il va dire oups, là je pense que tu auras un problème. Sauf que des fois, on a du mal à entrer dedans. La personne qui a le clavier, bah, elle a vraiment le clavier, elle est dans son monde. Et forcément, la personne, le copilote derrière, commence à s'ennuyer, commence à sortir son téléphone portable, envoyer des SMS. Enfin, il n'est plus trop à fond dedans, quoi. Ce que j'aime bien, c'est faire du ping-pong. C'est quoi du ping-pong? Bah, il y a une première personne qui écrit le test, l'autre personne va écrire l'implémentation qui vérifie le test. Et ainsi de suite. Du coup, bah, la dernière session de binomage que j'ai faite, comment elle s'est passée? Bah, j'ai écrit le test, puis il a écrit l'implémentation. Après j'ai écrit le test, puis il a écrit l'implémentation. J'ai écrit le test, il a écrit l'implémentation. On peut aussi inverser. Mais ça continue, j'ai écrit le test, il a écrit l'implémentation, j'ai écrit le test, il a écrit l'implémentation. Bref, j'ai binomé. Donc ça, c'est plein de petites choses qu'on a vues sur notre projet. Ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça donne 6 mois plus tard? Parce qu'on on a mis des tests, on a mis de l'intégration continue, on a fait du binomage, etc. Mais l'impact sur notre projet, qu'est-ce que ça donne? Bah, au début, c'est pas forcément glorieux. On reprend le projet, il y a des parties qui sont vraiment compliquées à tester, on ne sait pas trop comment ça marche. On essaye de faire des tests, mais on ne teste pas forcément les bonnes choses, on ne teste pas tout, parce qu'on ne connaît pas tout sur le projet. Donc, bah, sans le vouloir, même en faisant des tests, bah, on peut quand même rajouter des bugs. Derrière, le client, bon, il va pas forcément être content. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure, on rajoute des tests.
on rajoute des tests, donc on commence à éviter les régressions, on commence à comprendre un petit peu mieux certaines parties, parce que du coup on va pouvoir refactorer d'autres parties, parce qu'elles sont couvertes par des tests, ça va être un petit peu plus simple. Du coup on va commencer un petit peu à reprendre la main sur le projet, et on va continuer comme ça, et forcément il y aura moins de bugs, moins de régressions, le client il sera plus content, et même vers la fin du projet, la satisfaction client, elle pourra même peut-être crever le plafond, quoi. Mais tout ça, si on est arrivé à ce point-là, c'est pas que grâce au test, c'est aussi grâce à l'équipe. C'est grâce à notre équipe parce que sur un projet, si vous êtes tout seul à faire des tests, c'est bien, mais s'il n'y a pas l'équipe qui vous fait pareil, c'est pas forcément bien. Typiquement, vous pouvez très bien faire plein de tests, être super content, mais à un moment, il y a un test qui va casser, quelqu'un d'autre sur le projet, bah, il n'est pas, les tests, il ne connaît pas trop, il va prendre votre code de test, il va faire supprimer. Bon, c'est ballot. Il faut vraiment que c'est aussi un travail d'équipe. C'est pas que une méthodologie à appliquer tout seul. Il faut essayer d'emmener l'équipe avec soi pour que tout le monde fasse des tests et du coup, tout de suite, ça sera plus simple. Donc on a vu quand même pas mal de choses, hein. C'est des choses pas forcément compliquées, un petit peu simples, des bases, mais on a vu un petit peu tout sur tout. Mais demain, qu'est-ce que sur mon projet, je reviens, j'ai aucun test, etc. Par quoi je commence? Ben, moi, je commencerai par installer Jenkins. Derrière, j'automatiserai mon build, comme ça il serait capable de le compiler régulièrement, perpétuellement. Déjà, je pourrais vérifier la compilation, c'est plutôt pas mal. Et derrière, je vais écrire mon premier test. Mais là, je vais pas hésiter. Mais je vais quand même écrire mon test, même s'il me paraît trop simple. Il y a des cas où on se dit non, mais ça c'est juste une addition, quoi. Je vais pas écrire mon test. Non, non. Il faut quand même écrire un test, même si le cas paraît vraiment basique, simple. Pourquoi? Tout simplement parce que faut apprendre à nager avant de gagner des compétitions. Pour tester des cas compliqués, il faut être à l'aise déjà sur des cas simples. Voilà. Ce que je vous propose là, c'est de faire une petite démo sur un code un peu legacy pour voir un petit peu, juste avec peu de tests, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Hop. Alors, il faut d'abord que je change mon écran. Disposition, recopie. Donc là, vous avez mon écran. Ok, bon, c'est petit, mais ok, donc en fait, ça c'est la démonstration que je vais vous faire. C'est un petit exercice que vous pouvez trouver sur internet. En fait, c'est une auberge dans le jeu World of Warcraft. En fait, il gère des items magiques. Donc, on voit la liste des items ici. Même la démonstration que je vais vous faire, je ne l'ai carrément même pas inventée. Je me suis fortement inspiré d'une vidéo sur internet de David Gageot, qui pareil reprend ce code-là, le modifie et le pousse carrément dans le cloud. Là, on va faire un petit peu plus simple. On a une problématique, c'est que finalement là, on a des items, mais la personne qui gère l'auberge aimerait bien qu'on rajoute un nouvel item magique qui s'appelle toujours à 100, en fait, qui a une qualité toujours à 100. Parce qu'en fait, nos items, ils ont une qualité et un prix de vente, je crois. Nous, ce qu'on veut, c'est juste rajouter un item qui a toujours une qualité à 100. Alors déjà, ce qu'on peut faire, on peut faire simple. On va lancer notre code, notre application. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a si on lance l'application? Okay. Là, on a une sortie. On a nos différents items et à la fin, on voit que la qualité de certains ont changé ou pas. Ce qu'on va faire. Donc, nous, notre mission, c'est de rajouter un nouvel item qui s'appelle toujours à 100. Bon, on va y aller. Hein. De toute façon, faut pas. Il y a un moment, il faut mettre les mains dans le code. Donc, toujours à 100. Ça, c'est notre item. On a dit, on veut que la qualité soit toujours à 100. Ou là, on peut même carrément mettre autre chose. Bon, on va laisser ça. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui se passe si on lance ça? Notre item a bien été pris en compte, sauf que la qualité a changé. Bon, ce qu'on va faire, dans ce petit pâté de code là, on va mettre une ligne, on va dire, je veux que toujours, faut que ça soit toujours à 100. À la limite, moi je le mettrais bien là. Je pense que ça devrait bien marcher là. Donc on récupère notre item. Alors non, on va mettre un if.
if, toujours à 100 equals, donc le nom de notre item, ce nom on veut modifier que notre item finalement. GetName. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pas compliqué, on récupère encore un autre item. 7. Et puis là, on va forcer la valeur. Hein. Bon, ça devrait marcher quand même. On relance. Ah, bah c'était bien joué, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin, sauf qu'on est à 99. Pas de chance, nous c'est 100. Donc ça, là on a essayé de travailler sur du code sans test. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va recommencer. Hop, on va enlever notre modification là. On va en haut. Sauf que cette fois, on va faire un test. Donc on regarde les tests. Ah bah il n'y en a pas. C'est pas grave. On va pas se laisser démonter. Alors le truc qui est pas mal, c'est que ça, c'est du code legacy. C'est-à-dire que pour l'instant, est-ce que quelqu'un s'est plaint du comportement du code? Non. C'est-à-dire que le code il marche. Donc on va pas le modifier. Déjà, on va essayer de couvrir notre auberge par un test et voir où est-ce qu'on passe. Donc ce qu'on va faire, déjà on va créer notre auberge. Alors, hop. Et derrière, on va faire une mise à jour et après on va faire une vérification. Alors, on va vérifier par exemple que notre premier item, get de 0, quality, assert equals, c'est égal à 10, je sais pas. Hein. On met l'import de gnit, tout va bien, hop. Alors le petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que là j'utilise un petit plugin, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, qui permet de relancer perpétuellement les tests. Donc dès que je vais faire une modification, on va mettre 7 là par exemple, on va voir que derrière on va relancer les tests. Normalement, bon, voilà, hop là. Bon, c'est allé un petit peu vite, mais il a relancé les tests. Quoi. Hop là. Donc, on revient sur notre test. Donc, ok, le code legacy marche déjà. On ne veut pas changer les résultats. Donc, on peut faire très simple. On sait qu'il marche, que ce code-là il marche. Bon, s'il veut que, si actuellement, quand j'appelle une fois la méthode updateQuality, la quality de mon premier item c'est 19, on va lui dire, ouais, ok, on garde 19. Moi, je veux vérifier que ça reste 19. Ok, donc c'est bon. Bon, c'est bien, sauf que si on fait pareil pour le deuxième item, ça risque d'être un peu long. Ça va falloir faire pour chaque ligne. Là, déjà, on va pouvoir se faire aider d'Assertj. Ce qu'on peut faire, c'est on va vérifier que sur notre liste, on va récupérer, on va sortir la property, donc c'est quality, je crois, de notre liste in.getItems. Contient bien exactly, alors les valeurs je sais plus c'est quoi, mais on va le laisser. Donc là ce qu'on fait c'est que sur la liste getItem, on va récupérer le getter quality, on va extraire les valeurs, et normalement il relance le test, ou pas, il a planté, c'est pas grave. Ah mais ça compile pas en fait, tout simplement. Hop, on relance le test, il dit, ah bah ouais ok c'est bien, sauf que là moi j'attends toutes ces valeurs en fait. On a mis qu'une, on a mis que 19 et lui il attend toutes ces valeurs. Donc c'est pas grave, on va toutes les rajouter. 6, 5, 80, 21, 5. Voilà. On relance ce test. Ok, donc là ça veut dire qu'on vérifie que quand on appelle une fois la méthode updateQuality, on récupère bien les valeurs 19, 1, 6, 80, 21. C'est-à-dire qu'on vérifie que si on change quelque chose, on devrait être averti. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sauf que maintenant on va lancer la couverture de test sur notre code. Il est couvert à 56%. Alors les parties qui sont couvertes, on va cacher ça. Faut que je regarde ça là. Les parties qui sont couvertes, c'est celles qui ont du vert là. Ok. Celles qui sont en rouge, rose là, elles sont pas couvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre test, il passe pas par ce code là. Donc si on modifie cette partie là, notre test il va pas le savoir, il va pas le voir, on va pas le vérifier. Donc ça veut dire qu'on prend un risque à modifier quelque chose dans cette partie là. De même si on continue, là c'est pareil, c'est pas vérifié.
Là, tout ça, c'est pas vérifié. Donc si on change quelque chose par là, on prend des risques. Ce qu'on va faire, comme on va rajouter on va augmenter notre harnais de sécurité. On va rajouter un test. Test système 2 qui va augmenter la couverture de test. Donc on va encore créer notre auberge, sauf que cette fois, en fait, le truc c'est que quand on appelle plusieurs fois la méthode, on augmente la couverture de test. Donc on relance la couverture de test. Hop. Alors, est-ce qu'on a changé quelque chose? Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose qu'on a changé. Le rose est toujours au même endroit, le vert est toujours au même endroit. Bon, bah, peut-être que si on appelle plusieurs fois la méthode encore... en fait, il faut que je lance ça. Est-ce que là, ça change? Ah, 73%. Ça, c'est pas mal. Donc là, cette partie-là commence à être couverte. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal aussi. Ah bah, c'est bon. Bah, tout est couvert. Donc, ça, c'est bien. Bon, par contre, on ne vérifie rien. Comme c'est du code qui marche encore, on va pas s'embêter. Je vais vérifier que ce qui marchait avant marche toujours. Donc là, pareil, je vérifie que les items, la quality, c'est ça. Bon, après plusieurs updates, effectivement, elle a sûrement changé. Donc là, pareil, je reprends le résultat du code. C'est le code qui va me dire comment il marche. Donc là, en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens de me faire un harnais de sécurité qui va couvrir tout le code. Donc maintenant, si je fais des modifications dans le code précédent, et que, par exemple, par erreur, je change ce caractère-là par celui-là. Je change inférieur par un supérieur. Je relance. Ah, bah là, je suis bien averti. Non, 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 j'ai cassé quelque chose. Donc je vais pouvoir faire plein de tentatives, je vais pouvoir faire plein de choses. Si je perds de la fonctionnalité, je vais être au courant dès que ça va passer rouge en bas là. C'est que j'ai cassé quelque chose. Par contre, si c'est vert à la fin, c'est que j'ai rien perdu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va le réduire, parce que ça prend un petit peu de place. Donc vous surveillez bien cette partie-là, mais si ça passe en rouge, c'est que j'ai cassé quelque chose. Bon, alors là, ce code-là, déjà, la partie simple, c'est on a un for, et à chaque fois, on récupère l'item dans la liste. Bon, avec les nouvelles versions de Java, on peut simplifier. Hein. Normalement, regardez sur votre IDE, il est capable de le faire. Là, j'utilise IntelliJ, alors c'est tout parce que j'utilise tous les jours. Mais Eclipse, il doit être capable de faire la même chose. Il faut regarder dans les options. Avec une petite option, hop, tout de suite, le code il devient un petit peu plus lisible. C'est OK, donc là on utilise l'item. Là on voit bien qu'on utilise getQuality sur l'item et puis item.getDeI, getQuality. Donc OK, donc là on a un for, puis on a un gros pâté de code. Bon bah à la limite, le for il est bien. Ce qu'on peut faire, c'est le gros pâté de code, c'est l'unité de code, on va l'externaliser. On va mettre en place un médiateur. Bon bah pour ça on va prendre tout ça. Tout ce code là. Et normalement, on devrait pouvoir mettre en place un médiateur. Pareil, c'est encore une méthode de refactoring, mais Eclipse doit être capable de le faire. Et même si vous utilisez autre chose, vous pouvez très bien le faire à la main. C'est quoi? C'est juste créer un objet. Donc on va l'appeler médiateur, vu que c'est un médiateur. Bon, c'est pas forcément. L'intention derrière le nom de médiateur, c'est pas forcément génial, mais pour l'exemple, comme on veut mettre en place un médiateur, on va l'appeler comme ça. Hop. On revient sur notre code tout de suite, il devient beaucoup plus simple. On voit que c'est un for qui appelle plusieurs fois ça. Bon, invoke c'est bien, sauf que c'est pas très explicite, on perd un petit peu l'attention du code. Invoke, qu'est-ce que fait l'invoque? Bon, ben on va la renommer, hein. On va l'appeler update. Voilà. Bon, ben on lance les tests, c'est toujours vert. Pour l'instant, ça va. J'ai pas perdu de fonctionnalité. Le code est un petit peu plus clair. C'est pas encore génial parce que maintenant notre problème il est dans la méthode update qui est toujours aussi longue. Bon, ok. Là, ce qu'on peut commencer à faire, c'est un petit peu simplifier les if. Parce qu'il y a beaucoup de if, pas cet item, il a pas ce nom-là, tu fais ça. If, pas ça, on peut les inverser. Pareil. Hop. On va inverser les conditions. Donc maintenant, c'est si l'item il a le nom HBRI, alors tu fais ça.
si l'item il a le nom backstage, alors tu fais ça. On va faire pareil un petit peu partout. Hop. If, donc si l'item il s'appelle sulfuras, bah tu fais plus rien. Par contre, s'il s'appelle autre chose, bah, tu fais des choses. On va vérifier les tests. On n'a toujours pas perdu notre fonctionnalité. On continue, hein. Voilà, un petit peu plus vite. Hop. On inverse. On inverse. On inverse. Ah tiens, j'ai perdu une fonctionnalité là. Non. Il a juste mis un petit peu du temps. Ouais, il est tout en fouille. Ouais, c'est le temps de compile. Ok. Donc là, on commence à avoir des petites choses. Bah là, on va pouvoir même encore faire une petite chose. C'est on va pouvoir faire un extract, je crois. Hop. Tout de suite, on commence à avoir un code un peu plus simple. Et là, il y a quelque chose qui peut vous sauter aux yeux. C'est alors, si l'item il s'appelle Hatchbri, là on fait tout ça. Mais dans cette partie-là, on vérifie, ouais, mais si l'item il s'appelle Backstage, il fait ça. Sauf que l'item, il a qu'un seul nom, quoi. Donc à la limite, cette partie-là, est-ce qu'elle est encore nécessaire? Je pense pas, du coup, bah moi je la supprime. Ça, c'est du code qui ne sert plus à rien. On l'enlève, les tests repassent. J'ai pas perdu de fonctionnalité, hein. Donc là, déjà, j'ai enlevé du code qui sert à rien. Pareil, là, on vérifie que l'item il s'appelle Backstage. Et derrière, on vérifie encore qu'il s'appelle Backstage. Bon, le if il sert peut-être à rien. On va pouvoir se permettre d'enlever un if. Ça fait moins de code. Forcément, s'il y a moins de code, il y a moins de bugs. Et là, on commence à avoir une petite structure qui commence à ressembler à quelque chose. Si l'item il s'appelle de cette manière, alors on fait ça. Si l'item il s'appelle d'une autre manière, alors on fait ça. Si l'item il s'appelle autrement, on fait tout ça. À la limite, moi, cette structure-là, je la trouve pas mal parce que ça permet de faire des blocs. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. C'est plus un paquet de spaghettis. C'est vraiment, on voit chaque partie un petit peu différent. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de regrouper un petit peu les choses les unes avec les autres. Par exemple, ce qu'on peut aussi faire, c'est un petit peu dupliquer du code. Parce que finalement, si on veut garder ces structures-là, là on a un if qui se balade un petit peu tout seul avec un if quality, mais nous on aimerait bien dire, ouais, mais si c'est sulfuras, bah tu fais rien, et si c'est autre chose, bah tu fais if quality, etc. Comment on va faire? À la limite, le quality, on va le dupliquer, hein. On va le faire dans les deux cas. Hop. Donc là, il faisait rien. Il faisait, hop. Else. Voilà, si on réordonne, on se retrouve comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, if autre chose. Alors, else, if c'est un item comme ça, on fait ça. Si c'est ça, bon. Sauf que ça correspond pas trop à nos structures. On peut peut-être encore travailler dessus. Bah là, en fait, c'est très simple. Si on ouvre ça, là, on se retrouve encore avec une partie qui ressemble vraiment plus à ce qu'on veut. Si c'est sulfuras, alors tu fais ça. Si c'est autre chose, tu fais ça. Bon, bah là, on voit que le if il sert plus à rien. Donc à la limite, on peut le supprimer. Hop, tac. Pareil sur cette partie-là. C'est pas mal. On a un if qui se trimballe, mais on aimerait bien quand même que cette partie-là remonte un petit peu en haut. Donc si c'est sulfuras, on fait rien. Mais si c'est autre chose, on aimerait bien faire ça. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le cas de Hatchbri, on veut le faire. Dans le cas du backstage, on veut le faire. Et dans les autres cas, on veut le faire. Bon, bah à la limite, on peut dupliquer. C'est-à-dire qu'on veut le faire 3 fois dans chaque cas. On va dupliquer la ligne. On va le mettre dans le Hatchbri. Hop. Là, c'est la partie backstage. On va remonter. C'est là, normalement. Tac. Et dans le cas nominal aussi. Hop. On vérifie nos tests. Et là, et là, et là, et là. Et là, c'est bon. Donc là encore, je vais faire un petit peu de refactoring et je peux perdre une fonctionnalité. Donc cette partie-là, bah, elle sert plus à rien, quoi. If sulfuras, je fais rien, sinon fais autre chose. Bon bah, on supprime. Là, on arrive sur la dernière partie qui est un petit peu la partie qui est encore un peu emmêlée. On fait des choses si l'item il est sell in, moins. Mais quand même, on retrouve un petit peu nos structures. S'il y a Hatchbri, on fait ça. S'il y a Backstage, on fait ça. Et ce qui nous pose problème, c'est le sell in. Bah, pareil, encore, on va essayer de le dupliquer. Comment on peut faire déjà? Bah, on peut peut-être déjà simplifier la partie interne, là, cette partie-là. Si on remove, hop, tac, ça c'est pas mal.
le Céline, on va le dupliquer. Alors ça c'est la partie qui est pas simple. Tac. On duplique. On va le faire dans tous les cas. On duplique. Est-ce qu'on a perdu des fonctionnalités? Il s'est lancé, ouais. Et ben non, on n'en a pas perdu. Donc là encore, on retrouve ce qui nous intéresse un petit peu. Ah, il y a une partie en HBree, une partie en backstage, etc. Bon, bah cette partie-là, on va la prendre. Hop là. On va la déplacer dans la partie HBree. Hop, pareil avec backstage. On la remet là, hein. Bien, ouais, c'est bien la partie backstage, ok. Bon, il y a encore cette partie-là. Donc là, c'est if cell item, if quality. Alors si c'est sulfuras, on fait rien, mais si c'est autre chose, bon bah à la limite, ça, on peut l'enlever, puis on va la mettre dans le else, dans la partie autre, qui était là. Hop. Ça, bah tout de suite, ça devient une coquille vide. Bon bah on peut l'enlever. Hop. On simplifie un peu le code. Est-ce qu'on a perdu des fonctionnalités? Non. Là, là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Parce que on a vraiment le code qui est en 3 parties. Enfin, en plusieurs parties. HBree là, backstage là, sulfuras là, et autres ici. Donc on a vraiment le code fonctionnel pour chaque item dans chaque partie. On peut même aller plus loin si on veut. Par exemple, en introduisant une méthode. Oula. C'est un peu loin. Non, tu n'es pas gentil là. Disons, bah voilà, tout ça. Je pourrais l'appeler par exemple update backstage. Bon, par exemple. Bon, bon, on va en revenir quand même à notre problème initial, c'est que finalement, on a fait tout ça pourquoi? Attends, ça complique pas. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. Parce que j'ai une colle en trop. Okay. On a fait ça pourquoi? C'est parce qu'on voulait rajouter un item magique qui avait toujours une quality à 100. Donc, tout à l'heure, on avait essayé, on n'avait pas trop réussi. Bon, bah maintenant, vu qu'on a refactoré, on va essayer de le refaire. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est que comme ce sera le dernier item qu'on va ajouter, on commence par le test. Le dernier item, on veut dire, bah, je veux qu'il soit à 100. Mais je veux. Donc ça, c'est le cas où on appelait une fois la méthode update. Maintenant, sur le cas où on lance plein de fois d'update, bah, je veux qu'il soit aussi toujours à 100. Bon, bah, pas de problème, on le rajoute. Et là, tout de suite, l'indicateur sur le test, il commence à s'affoler. Là, il dit, oula, ça marche pas là. Là, il y a les deux tests qui marchent pas. En plus, il est sympa, il me dit sur la ligne. Effectivement, j'ai pas rajouté mon item magique, donc ça marche pas. Ok, pas de problème. Je vais le rajouter. Donc ça, c'était la liste d'items. Toujours à 100. On relance le test, donc ça va se lancer tout seul. Est-ce que ça marche? Bon bah non. Bon, par contre, on a une nouvelle valeur. On a une nouvelle valeur à la fin. Tout à l'heure, on n'en avait pas. On s'attend que ce soit à 100, mais c'est toujours pas à 100. Alors là, on va pas changer le test, hein. On le laisse comme ça. Mais maintenant, on va essayer de mettre à jour la quality pour que ce soit à 100. Alors tout à l'heure, on avait essayé, on n'avait pas trop réussi. Maintenant, on va réessayer. Tout de suite, on va voir que c'est vachement plus simple. Alors si l'item, il s'appelle Edge, on le met là. Si c'est Backstage, c'est là. Sulfuras là. Autrement, c'est ça. Bah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est facilement, on va se rajouter un if. Toujours 100 equals item.getName. Donc on vérifie le nom. Est-ce que c'est bien notre item, oui ou non? Alors on fait ça. Sinon, on garde notre code d'avant. On va vérifier la parenthèse. Toc. On met à jour l'item. Cette quality, bah nous on veut que ce soit toujours à 100. Et là tout de suite, on va lancer test. Et voilà, donc là c'est bon, on a rajouté une autre fonctionnalité. L'idée derrière de cette petite démonstration, finalement, c'est pas, c'est de montrer qu'avec peu de tests, si on couvre un code legacy, derrière on a un harnais de sécurité et on peut faire beaucoup plus de choses facilement sans prendre de risques. Là, on a fait un refactoring qui était quand même assez important, mais une fois qu'on l'a couvert, on a pu le faire ce refactoring. On savait qu'on ne perdait pas de fonctionnalité. Et après, comme on a investi sur la qualité du code, quand on a une nouvelle fonctionnalité à rajouter,
Bah, on l'a fait relativement facilement, simplement, et le code il est relativement maintenable. Alors qu'on n'aurait pas refait le refactoring, au bout d'une demi-heure, on aurait peut-être réussi à faire cette fonctionnalité. Mais si on a encore une nouvelle fonctionnalité à ajouter, on aurait encore passé vachement de temps à le faire. Alors là, on a passé un petit peu de temps à refaire du refactoring, mais on a passé peu de temps à rajouter une nouvelle fonctionnalité. S'il y a encore une nouvelle fonctionnalité à ajouter, pareil, on passera peu de temps. C'était l'idée derrière, c'est que finalement, couvrez votre code legacy, faites un petit peu de refactoring, c'est un petit peu plus simple, et après, les évolutions, elles sont plus simples à faire. Donc on va revenir sur la fin de la présentation. Tac. Ça c'était la démo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Alors apparemment il y a une question. Une question par rapport au code en fait. On a 6 éléments au départ Ouais. dans notre sac on va dire. Ouais. Ces éléments-là ont déjà des valeurs définies entre 6, 7, 8, 9 au niveau de la qualité. Ouais. Donc c'est sur ces valeurs-là, on a bien vérifié que notre code marchait bien. Ouais. Et si on aurait mis d'autres valeurs, est-ce que ça aurait toujours été bon? C'est ma question parce qu'au final, là, on a testé sur 6 valeurs au final, ça a bien marché. Par contre, sur d'autres valeurs, est-ce que ça aurait toujours marché? Alors, comme exemple, si je comprends bien, c'est on va dire sur un item magique, on va dire le backstage. Si je change la valeur initiale, est-ce que mes tests marcheront toujours? C'est ça? Je suis d'accord qu'ils ne marcheront pas parce qu'au final, il faudra rechanger la certe, mais est-ce qu'avec des valeurs particulières, ça aurait pu péter au final? C'est ça ma question. Ah, ok. Ou alors c'est parce que le code nous a dit qu'on est passé partout, et là c'est sûr. Ou je vais suivre ma question. Je commence à l'intégrer. Donc grosso modo, est-ce que on va dire il y a une valeur qui fait que pas de chance, en fait il y a un bug qu'on a loupé ou quoi que ce soit. Alors ça c'est une bonne question. Comment fait-on comme ça? Je ne sais pas. Mais alors finalement, ouais. La couverture de code qui fait ça. Alors la couverture de code effectivement elle va passer dans les endroits. Après il y a des cas où tu vas passer dans le code, mais pas de chance avec certaines conditions. D'un coup, tu vas déclencher une condition qui fait que tu vas passer dans le code sur un test. Sur un autre test, tu vas passer dans une autre partie de code. Mais dans le même test, tu vas peut-être pas forcément passer dans les deux mêmes parties de code et du coup, pas de chance, là tu vas le louper. Ouais, effectivement, là tu peux avoir un problème. Tu peux agrandir ta couverture de code, faire vérifier que chaque test couvre bien cette partie-là, que toute partie. Mais un jour, effectivement, tu peux peut-être avoir des race conditions, des cas vraiment limites où ça va casser. Mais bon, après, il faut être un petit peu pragmatique aussi. C'est bon, tu vas essayer de couvrir un maximum, mais sans test, est-ce que tu aurais pu aussi mettre une régression dans cette partie-là? Après, effectivement, comme tu dis, sur certaines conditions, sur un code spaghetti ou quoi que ce soit, tu peux louper un truc, quoi. Okay. Ouais. Si je peux. Pardon. C'est des tests qui ont été faits un peu à la va-vite. C'était en prenant des valeurs finies, on se fixe à un instant T, on regarde les valeurs et on les reteste. C'est-à-dire que si on passe plusieurs fois dans le même déroulement de test, ça on peut le vérifier, vu que là on modifiait l'imbrication des tests. Par contre, demain, si on veut être sûr que ça ne casse pas, ce qu'il va falloir faire, c'est pas s'arrêter à des états T, mais regarder un peu comment ça fonctionne, se dire si on part à telle valeur et qu'on fait tel nombre d'updates, on doit avoir ces valeurs, d'autres valeurs. C'est pour ça en fait. Et là forcément. Pour avoir confirmation en fait. Ouais, enfin. Tu as une confirmation pour tous les cas. Ouais, non, en fait, c'était plus dans cette idée-là, en fait, je voulais savoir si on s'arrêtait à ça ou pas vraiment pousser quand même chez encore un peu plus loin. Parce que, après, il y aura toujours plusieurs facteurs. Combien de temps tu as aussi pour faire tous tes tests? Après, la criticité de ce code. Pareil, sur un projet, on avait fait plein de tests. Il y a juste une partie qu'on n'avait pas testée, c'est la partie de réservation, c'était un site de cinéma. Pas de chance, la partie de réservation, c'est 90% du métier du site web, quoi. Et c'est la plus buggée. Donc là, on passait beaucoup de temps à tester des choses qui ne nous rapportaient rien, quoi. Donc ouais, s'il y a des cas où il faut vraiment que ce soit testé, il faut peut-être essayer de pousser un petit peu partout, quoi. Moi j'ai une question. En TDD c'est bien, pair programming c'est mieux, mais j'aimerais savoir qui fait du TDD ici, qui vraiment fait du TDD. Et qui fait du pair programming. Après, c'est quelque chose que ouais. Pour finir, c'est juste quelque chose que je remarque, c'est qu'on parle souvent de TDD, ça revient très souvent.
J'ai jamais vu des équipes faire du TDD. Là, en fait, là, à Meet, je suis pas sûr qu'ici ça soit forcément le bon endroit, parce que finalement la soirée là, c'est pourquoi c'est pour se renseigner sur le TDD. Donc si les gens font déjà du TDD, est-ce qu'ils vont y aller? Donc là voilà, c'est... Bien esquivé. Ouais, non mais après je suis assez d'accord, c'est que sur certaines missions, moi j'arrive, les gens, je leur parle de TDD, singleton, ça pose des problèmes sur le code, tout. Ils me regardent avec des yeux comme ça, non mais non quoi. Mais pareil, je pense que c'est aussi un problème de culture. Moi pourquoi j'ai fait cette présentation? Parce que j'ai un copain qui me disait non mais ce que tu me dis le TDD, tu me dis c'est vachement bien, mais moi sur mon projet je peux pas quoi. Je peux pas le faire parce que j'ai du code compliqué, etc. Tout ce que je voulais faire, c'est lui prouver que non, du TDD on peut vraiment le faire sur pas mal de projets. Après ça peut être compliqué, etc. Mais il y a vraiment des projets où on fait que du TDD. Moi, en fait, mon stage de fin d'études, on a fait que ça. C'est de l'extreme programming, on a fait que du TDD. On est parti sur un projet d'étudiant. C'était vraiment un plat de spaghetti. C'était vers la fin, mais on me disait non mais ok, l'application, enfin, elle marche pas quoi. C'est une catastrophe. On l'a repris en main, etc. On a fait des tests partout. Et à la fin, on avait une nouvelle remarque qui était un peu spéciale. C'est non mais l'application effectivement elle marche mieux, mais ce bug-là, je l'avais pas avant. En fait, c'est normal qu'il ne l'avait pas avant parce que le code de l'application est craché carrément avant d'arriver dans cette partie-là. C'est pour dire que il y a des équipes effectivement où il n'y a pas de TDD, mais il y a des équipes aussi ils en font. Après, ça peut dépendre où est-ce qu'on, avec les gens qu'on va côtoyer, je pense aussi. Enfin, dire qu'il n'y a pas de projet où il y a pas, on fait pas de TDD. Il y a des projets sans TDD, enfin, qu'il n'y a pas de projet avec du TDD plutôt. Je pense que c'est pas exact. Moi, de mon expérience, on a essayé de faire du TDD au début sur le projet. Et puis, au bout de quelques semaines, on a commencé à abandonner. On a commencé à d'abord faire le code et ensuite à faire le test. Ah ok, vraiment, mais il y avait quand même des tests. On a toujours une bonne couverture de code, Okay, il n'y a pas de problème, mais les développeurs n'arrivent pas à rester, à se forcer à écrire d'abord le test et après le code. Alors est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est parce que on a tellement l'habitude de travailler comme ça que il faut vraiment se forcer de faire du TDD, je pense qu'il faut vraiment se forcer, il faut vraiment se faire violence. En fait, ouais, alors là, c'est que moi j'ai fait vraiment beaucoup de TDD, enfin j'ai commencé tout le monde par ça. Et en fait, moi c'est le contraire. J'ai du mal à écrire du code sans le test d'abord, parce que moi j'aime bien voir comment je vais utiliser ma fonction. En tant qu'utilisateur, l'implémentation finalement, en programmation je suis pas très fort. Ce que j'aime bien, c'est de dire bon bah voilà, quand je passe ce paramètre là, le résultat je veux que ce soit ça. J'écris juste ça, c'est hyper simple, et après quand je le fais, je m'en fiche quoi. C'est l'implémentation qui va le faire. Peut-être que mon code ne sera pas terrible, qui sera vachement bien. Et finalement, moi ça me simplifie mon développement. J'écris d'abord ce que je veux, et après j'écris comment je vais faire pour l'avoir. Mais là c'est peut-être vraiment une philosophie, et peut-être se dire bon bah à force d'en faire, peut-être que ça vient. Là j'ai pas vraiment la réponse qui fait que il faut vraiment tout le temps faire du TDD. Après il y a toujours la petite partie aussi, comment tu vérifies que ton test il teste quelque chose quoi. C'est si tu fais ton test après, si tu vérifies que ton test il vérifie quelque chose, tu es obligé de modifier ton code. Parce que s'il est vert, ouais effectivement il vérifie, mais si comme moi un jour tu oublies les assertions, bah il vérifie rien quoi. Il passe au vert, mais il vérifie rien. Pour aborder le sujet, ça peut être aussi pareil au niveau scolaire. Ça arrive que parfois on a des problèmes de maths par exemple. On a défilé et à la fin on nous dit montrer que ça vaut 5. On a déjà entre guillemets le résultat qu'on veut. Ouais. Donc après on montre, on fait toute la décomposition pour arriver à ce point là. Donc là c'est la même chose pour le test development, test event development. C'est le même principe. Après c'est juste une question comme tu as dit de philosophie. Ouais c'est pas. Moi ce que j'aime bien c'est moi je veux ce résultat là quoi. Comment si on verra plus tard quoi. Je verrai après. Est-ce que vous avez d'autres questions? En termes de satisfaction client, en fait, si on a un projet qu'on veut vendre cette façon de travailler là, c'est super difficile à le vendre parce qu'on va perdre entre guillemets du temps au début et même si on en gagne après, comment on peut quantifier ça? Alors ça c'est compliqué ça.
Ça, c'est quantifier ce genre de choses. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le chat de Schrödinger finalement. C'est ton projet. Ouais, non, mais si on fait des tests, on va aller plus vite. Mais ça, tu le sauras qu'à la fin de ton projet. Et pour savoir est-ce qu'on ira plus vite, il faudrait aussi que tu fasses le même projet mais sans les tests. Enfin, tu sauras, t'auras jamais vraiment la réponse. Ça, par contre, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que, pareil, je disais, je suis pas sûr que la question, ce soit vraiment combien ça coûte de faire des tests, mais plutôt de pas les faire. Et après, quand tu dis, ouais, on va perdre du temps au début, si c'est un nouveau projet, voire même pas forcément un nouveau projet, à ce niveau-là, je suis pas forcément d'accord. Parce que quand tu fais un projet sans test, à un moment, ça peut arriver, c'est l'erreur est humaine, tu vas faire une bourre et tu vas passer vachement de temps à débugger. Mais le client a toujours besoin de voir des choses, des miroirs. Ouais, là c'est marrant, j'ai fait un exercice pratique aussi, c'était on a 3 heures et on s'est bombardé de questions. Si on fait un petit serveur, on s'est bombardé de questions. Là, on s'est dit les tests, on va pas en faire. On réfléchissait pas, on faisait pas de code. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de livrer de la fonctionnalité. Bon, c'était juste un petit exercice, c'était pas un vrai projet. Et là, effectivement, la question que tu te poses, c'est que bah ouais, mais les tests, c'est bien, mais ça me ralentit quand même. Il faut les écrire. Ça va te ralentir pour faire des fonctionnalités. Mais le truc, c'est que l'exercice, il dure 3 heures. Donc, c'est-à-dire, au bout de 3 heures, on prend le code, on le met à la poubelle. Et ton projet, s'il dure une semaine, bon, ok, tu n'as pas forcément besoin de tests. Je pense que tu prends un petit peu de risque, mais tu peux ne pas faire de tests. Mais dans 1 an, ton projet, tu en as encore besoin, parce que ça va te faire des évolutions dessus. Là, tu n'as plus de tests. Est-ce que tu vas regretter de ne pas les avoir fait avant ou pas? Là, tout de suite, tu vas avoir le coup de changement qui va arriver. Là, ça va commencer à te ralentir. Donc bon, faut peser le pour et le contre. Après, pareil, j'ai fait un petit projet, il avait une durée de vie de 3 jours. J'ai fait des tests, mais j'en ai pas fait des tonnes. J'ai testé ce qui m'intéressait, mais est-ce que l'interface graphique elle est bien ou quoi? Non, c'est pas grave. Pire, les gens, même si c'est pas bien, ils ne les verront pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comme tu parles d'interface graphique, imagine que tu as un test Selenium, donc tu testes l'interface graphique. Ouais. Et pour la Selenium, il est testé plein de trucs, l'interface graphique, ton contrôleur, ton modèle, ta requête, etc. Dans ce cas-là, est-ce que tu vas maintenir en même temps des tests unitaires sur tes requêtes, par exemple, plus des tests plus larges d'intégration, comme des tests Selenium? Est-ce que tu vas dire, si j'ai un test d'intégration qui couvre plein de trucs, donc pas 50% de code, ça me suffit et j'ai pas besoin de faire les tests unitaires? On a exactement le même débat actuellement dans mon projet. On fait un service web, on envoie des requêtes SOAP et on fournit un résultat. Là où je suis, ils aiment bien faire des tests fonctionnels, c'est-à-dire ils envoient une requête, ils vérifient le résultat. Moi j'aime bien aussi le côté unitaire. En fait, je pense que les deux sont complémentaires. Pourquoi? C'est que le test unitaire, l'unitaire, il vérifie que sa petite partie à son niveau. Il vérifie pas que son copain à côté il appelle correctement. Il vérifie pas que quand il donne ce paramètre-là, son copain il se comporte aussi bien. On vérifie vraiment qu'une partie. Ça c'est bien, mais le test fonctionnel il va vérifier la communication entre tous les éléments. Ça aussi c'est pas mal quoi. Alors moi ce qui me pose un petit peu plus de problème, c'est pas vraiment, ça me dérange pas les tests fonctionnels. C'est juste que je trouve que c'est assez compliqué à mettre en place. Par contre quand c'est en place c'est vachement bien. Tu peux vérifier l'interface graphique, etc. Mais le coût d'entrée, il est vachement plus important qu'un test unitaire. Ok. Non, mais comme tu dis, c'est un débat, enfin c'est aussi un débat qu'on a dans notre équipe. Alors, nous par contre, on mise tout sur les tests fonctionnels. Ouais. Et on enlève le plus en plus mais après, des tests unitaires. C'est peut-être lié à votre métier aussi, non? Oui, je pense que c'est chaque cas est particulier. Ouais, il y aura une solution à tout. Mais je suis aussi d'accord avec toi, hein, les deux tests ne sont pas forcément les mêmes objectifs. Ouais. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est le test unitaire, c'est finalement, déjà, j'ai pas le serveur d'application à lancer. Quoi. Généralement, je fais mes développements et mon serveur d'application, je le lance une fois. Je le lance une fois juste pour vérifier que tout communique bien correctement et que j'ai bien compris tout ce qu'il fallait. Quoi. Mais sinon, le reste, c'est bien testé unitairement, etc. D'autres questions? Eh ben, si vous avez des questions, déjà, je voudrais vous dire merci.